le cerveau humain, centre de nos pensées, reste encore un univers en partie mystérieux. Pesant environ 1,4 kg, ce petit organe gère tout, du mouvement à la mémoire en passant par la créativité. Les lobes frontal, temporal, pariétal et occipital possèdent chacun des fonctions distinctes, formant un réseau complexe et fascinant. Le cerveau humain, centre de nos pensées, émotions et actions, reste encore un univers en partie mystérieux. Au cœur du développement embryonnaire, un processus d'une complexité inouïe se déploie pour donner naissance à cet organe extraordinaire. Tout commence par la neurulation, où le tube neural, précurseur de l'ensemble du système nerveux central, se forme à partir d'une simple plaque de cellules. Des milliards de neurones naissent ensuite à un rythme effréné, migrant vers leurs emplacements définitifs pour tisser les fondations de notre conscience. Ces jeunes cellules nerveuses étendent leurs axones et dendrites, créant des milliards de connexions ou synapses dans une danse architecturale orchestrée par un code génétique précis et influencé par l'environnement précoce. Ce ballet cellulaire, d'une précision microscopique, érige progressivement la structure tridimensionnelle du cerveau, des régions primitives du tronc cérébral aux circonvolutions complexes du cortex, préparant le terrain pour une vie entière d'apprentissage, de sentiments et de découvertes. Une fois sa formation achevée, le cerveau révèle une anatomie d'une richesse fonctionnelle remarquable. Une coupe anatomique nous plonge au cœur de son organisation, mettant en lumière ses principales divisions. Les deux hémisphères, gauche et droit, bien que d'apparence symétrique, abritent des spécialisations distinctes et communiquent en permanence via le corps calleux, un épais faisceau de fibres nerveuses. À la surface, le cortex cérébral est plissé en gyrri et sillon, une stratégie évolutive pour maximiser sa surface dans l'espace confiné du crâne. Ce cortex est divisé en 4 lobes principaux, chacun avec une mission spécifique. Le lobe frontal, situé à l'avant, est le siège du raisonnement, de la planification et du langage expressif. Juste derrière lui, le lobe pariétal intègre les informations sensorielles comme le toucher, la température et la douleur. Sur les côtés, le lobe temporal gère l'audition, la mémoire et la compréhension du langage. Enfin, à l'arrière, le lobe occipital est entièrement dédié au traitement de l'information visuelle. Plus en profondeur, des structures comme le thalamus, l'hypothalamus et le système limbique régulent des fonctions vitales et nos émotions les plus profondes. Les lobes frontal, temporal, pariétal et occipital possèdent chacun des fonctions distinctes, formant un réseau complexe et fascinant. Pesant environ 1,4 kg chez l'adulte, ce petit organe ne représente que 2% de la masse corporelle totale, une proportion qui dément son immense influence. Pourtant, malgré sa taille modeste, le cerveau est un consommateur d'énergie vorace, s'arrogeant près de 20% de l'oxygène et des calories que nous ingérons. Cette dépense énergétique considérable alimente l'activité électrique incessante de ces quelques 86 milliards de neurones. Une infographie comparant la taille du cerveau à celle du corps humain révèle cette disproportion frappante, soulignant l'importance capitale de cet organe. Ce rapport taille-consommation met en évidence une optimisation évolutive remarquable, où une efficacité maximale est extraite d'un volume minimal. C'est ce petit kilo et demi de matière grise et blanche qui nous permet d'interpréter le monde, de composer des symphonies, de résoudre des équations complexes et de ressentir l'amour. Le cerveau gère tout, du mouvement le plus simple à la mémoire la plus lointaine, en passant par les élans les plus purs de la créativité. Le cortex cérébral est le siège de la pensée consciente, abritant nos facultés de raisonnement, de planification et de langage. Sous cette surface plissée, un ensemble de structures sous-corticales orchestre les fonctions vitales et émotionnelles qui animent notre existence. Le thalamus, véritable carrefour sensoriel, reçoit et filtre les informations provenant de nos sens, les relayant ensuite
vers les régions appropriées du cortex pour une analyse approfondie. Juste en dessous, l'hypothalamus, bien que de petite taille, joue un rôle colossal dans la régulation de fonctions fondamentales telles que la faim, la soif, la température corporelle et les cycles de sommeil, agissant comme le thermostat interne de notre organisme. À proximité, l'hippocampe, dont la forme évoque celle d'un cheval de mer, est indispensable à la formation des souvenirs à long terme, transformant nos expériences éphémères en traces mnésiques durables. Enfin, l'amygdale, une structure en forme d'amande, est le centre névralgique de nos émotions, en particulier la peur et l'agressivité, déclenchant des réponses physiologiques rapides face à une menace perçue. À l'échelle microscopique, le cerveau est un réseau d'une densité et d'une complexité vertigineuses, composé de milliards de cellules spécialisées appelées neurones. Ces neurones sont les unités fondamentales du traitement de l'information. Ils communiquent entre eux via une danse électrochimique sophistiquée. Lorsqu'un neurone est activé, il génère une impulsion électrique, appelée potentiel d'action, qui se propage le long de son prolongement principal, l'axone. Arrivé à l'extrémité de l'axone, ce signal électrique déclenche la libération de messagers chimiques, les neurotransmetteurs, dans un espace infime appelé la fente synaptique. Ces molécules traversent cet espace pour se lier à des récepteurs sur le neurone suivant, provoquant à leur tour une nouvelle impulsion électrique ou inhibant son déclenchement. Chaque neurone peut établir des milliers de connexions synaptiques, formant des circuits neuronaux dynamiques et plastiques. C'est cette communication incessante et coordonnée qui sous-tend chaque pensée, chaque perception, chaque mouvement. Comparé au cerveau d'un primate non humain, comme celui d'un chimpanzé, notre plus proche parent évolutif, le cerveau humain présente des différences structurelles et fonctionnelles déterminantes. Bien que l'architecture générale soit similaire, le cortex cérébral humain, et plus spécifiquement les lobes frontaux et préfrontaux, est proportionnellement beaucoup plus développé. Cette expansion corticale spectaculaire est le substrat biologique de nos capacités cognitives supérieures. C'est elle qui nous confère une flexibilité mentale, une capacité à anticiper les conséquences de nos actions, à élaborer des stratégies complexes, à créer des œuvres d'art et à développer des systèmes symboliques comme le langage et les mathématiques. Alors que le cerveau d'un primate est admirablement adapté à son environnement, notre cortex développé nous distingue par notre capacité unique à raisonner de manière abstraite, à nous projeter dans le futur et à imaginer des mondes qui n'existent pas encore. Différentes régions du cerveau s'activent selon la tâche: langage, calcul, créativité. Chaque zone de notre cerveau est une véritable spécialisation, une machinerie complexe qui s'illumine pour nous permettre d'interagir avec le monde. Quand nous parlons, le lobe temporal gauche et l'aire de Broca entrent en scène, orchestrant les mots et la grammaire. Si nous nous plongeons dans un calcul mental, ce sont les lobes pariétaux qui s'animent, manipulant les nombres et les concepts abstraits avec une précision étonnante. Pour la créativité, qu'il s'agisse de peindre un tableau ou de composer une mélodie, un réseau beaucoup plus large s'active, connectant des régions frontales, pariétales et temporales dans une symphonie de pensées innovantes et d'associations d'idées. Grâce à des simulations visuelles avancées, nous pouvons désormais cartographier cette activité, voyant en temps réel comment notre cerveau alloue ses ressources. Ces zones ne travaillent jamais seules, elles forment des réseaux dynamiques et interconnectés où l'information circule en permanence, passant d'un pôle de traitement à un autre en une fraction de seconde. C'est cette collaboration incessante entre les différentes régions qui donne naissance à la richesse de notre expérience consciente, de la simple perception d'une couleur à l'élaboration d'une théorie scientifique complexe.
La spécialisation des aires cérébrales est le fondement de nos compétences cognitives, chaque région apportant sa pierre à l'édifice de notre pensée. Les neurotransmetteurs comme la dopamine et la sérotonine régulent nos humeurs et motivations. À une échelle infiniment plus petite, au cœur de la connexion entre deux neurones, se déroule un ballet chimique d'une importance capitale. Imaginez une particule lumineuse, un messager microscopique traversant l'espace infime qui sépare deux cellules nerveuses, la synapse. Ce messager est un neurotransmetteur. Lorsque nous ressentons du plaisir après avoir atteint un objectif, c'est la dopamine qui inonde certaines synapses, renforçant les circuits de la récompense et nous motivant à répéter l'action. Quand une sensation de calme et de bien-être nous envahit, c'est souvent la sérotonine qui est à l'œuvre, agissant comme un régulateur de l'humeur, du sommeil et de l'appétit. D'autres acteurs, comme le glutamate, agissent comme un accélérateur, excitant les neurones et favorisant l'apprentissage et la mémorisation. À l'inverse, le GABA joue le rôle de frein, calmant l'activité neuronale pour éviter une surchauffe du système. Chaque pensée, chaque émotion, chaque décision est le résultat de milliards de ces transmissions chimiques, un dialogue constant entre nos cellules cérébrales. Ces particules qui voyagent à travers les synapses sont les véritables architectes de notre réalité intérieure, sculptant nos états d'âme, nos désirs et notre perception du monde qui nous entoure. La complexité de cette communication chimique est vertigineuse et son équilibre délicat est essentiel à notre santé mentale et à notre fonctionnement quotidien. Grâce à l'imagerie moderne, nous pouvons visualiser l'activité cérébrale en temps réel et comprendre les processus cognitifs. Ce qui était autrefois une boîte noire, inaccessible, est aujourd'hui un territoire que la science explore avec une précision croissante. Des techniques comme l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, nous permettent d'observer, avec des animations stylisées mais scientifiquement fondées, quelles zones du cerveau consomment le plus d'oxygène, trahissant ainsi leur implication dans une tâche donnée. Lorsque nous passons d'une pensée à une autre, d'une émotion à une sensation, nous pouvons voir ces activations se déplacer, s'intensifier ou s'atténuer, comme une carte dynamique de notre monde intérieur. En se fondant dans une animation neuronale détaillée, on peut littéralement plonger au cœur de ce réseau, suivre le chemin d'un signal électrique le long d'un axone, assister à la libération des neurotransmetteurs dans la fente synaptique et observer leur effet sur le neurone suivant. Cette capacité à visualiser les mécanismes fondamentaux de la cognition, du niveau macroscopique des régions cérébrales au niveau microscopique des synapses, a révolutionné notre compréhension de nous-mêmes. Nous pouvons désormais lier des comportements complexes, comme la prise de décision morale ou la reconnaissance d'un visage, à des schémas d'activité neuronale spécifiques, ouvrant ainsi des perspectives inédites pour le traitement des troubles neurologiques et psychiatriques. La technologie nous offre une fenêtre extraordinaire sur l'organe le plus complexe de l'univers connu, nous révélant, image par image, les secrets de la conscience. Chaque apprentissage forge de nouvelles connexions synaptiques, illustrant la plasticité cérébrale. Dans le vaste réseau de notre cerveau, chaque nouvelle information, chaque compétence acquise est matérialisée par la naissance de nouvelles synapses, ces ponts de communication entre neurones. Imaginez une ville silencieuse qui s'éveille soudainement, des milliers de lumières s'allumant pour tracer de nouvelles routes. C'est précisément ce qui se produit à l'échelle microscopique. Lorsqu'un stimulus est présenté de manière répétée, par exemple en apprenant une nouvelle langue ou un instrument de musique, les neurones impliqués commencent à communiquer plus efficacement. Les axones, ces longs prolongements neuronaux, établissent des contacts avec les dendrites de leurs voisins. À ces points de jonction, les synapses, une cascade d'événements électrochimiques, se déclenchent. Des neurotransmetteurs sont libérés dans la fente synaptique, se liant
à des récepteurs sur le neurone postsynaptique et transmettant ainsi le signal. Ce processus, connu sous le nom de potentialisation à long terme, PLT, est le mécanisme fondamental de l'apprentissage et de la mémoire. Il ne s'agit pas simplement d'un renforcement de connexions existantes, mais bien de la création active de nouvelles voies, un câblage neuronal en constante réorganisation, des visualisations avancées comme la microscopie à 2 photons nous permettent aujourd'hui d'observer en temps réel cette danse synaptique chez des sujets vivants, confirmant que le cerveau n'est pas une structure figée, mais une entité dynamique sculptée en permanence par nos expériences. Cette neurogénèse et cette synaptogénèse sont plus actives dans certaines régions, comme l'hippocampe, une structure clé pour la formation de nouveaux souvenirs. Chaque effort intellectuel, chaque défi cognitif est une invitation lancée à notre cerveau à se remodeler, à étendre son réseau, démontrant une capacité d'adaptation et de croissance qui persiste tout au long de la vie. L'apprentissage n'est donc pas une abstraction, mais un processus biologique tangible, une architecture en construction perpétuelle qui nous définit et nous fait évoluer. L'impact de cet apprentissage est visible jusque dans la structure même du cortex cérébral. Une comparaison entre des zones corticales avant et après une période d'apprentissage intensif révèle des changements morphologiques significatifs. Le cortex, cette couche externe plissée responsable des fonctions cognitives supérieures, s'épaissit littéralement dans les régions sollicitées. Par exemple, des études sur des musiciens professionnels ont montré que les aires auditives et motrices de leur cortex sont plus développées que chez des non-musiciens. De même, l'apprentissage de la jonglerie, en seulement quelques semaines, peut induire une augmentation de la matière grise dans les zones du cerveau liées au traitement visuel du mouvement. Ces modifications ne sont pas seulement quantitatives, elles sont aussi qualitatives. La densité des connexions synaptiques augmente, créant un réseau plus robuste et plus efficace. En utilisant une animation en écran partagé, on peut visualiser de manière saisissante la différence de densité synaptique. D'un côté, un cortex naïf avec un réseau neuronal standard. De l'autre, le même cortex après apprentissage, présentant un entrelac de connexions beaucoup plus dense et complexe, où les signaux circulent avec une plus grande fluidité. Cette densification n'est pas un simple entassement. Elle représente une optimisation du traitement de l'information. Les voies neuronales les plus utilisées deviennent de véritables autoroutes de la pensée, permettant un accès plus rapide et plus automatique à l'information ou à la compétence mémorisée. Ce phénomène, résumé par l'adage « les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble », loi de Hebb, est le fondement de l'expertise. Plus nous pratiquons, plus les réseaux se renforcent, consolidant la mémoire à long terme. Cette transformation physique du cerveau est la preuve irréfutable que nos efforts mentaux ont une résonance biologique profonde, modelant l'organe même de notre conscience. Cette dynamique évolue naturellement avec l'âge, mais la plasticité cérébrale demeure une constante fondamentale de notre biologie. Un cerveau jeune est caractérisé par une plasticité exubérante. La synaptogénèse y est massive et le cerveau est dans une phase d'exploration, créant un nombre immense de connexions. C'est une période d'apprentissage rapide et d'adaptation flexible à un environnement nouveau. Cependant, ce processus est suivi d'une phase d'élagage synaptique, où les connexions inutilisées ou redondantes sont éliminées, optimisant ainsi l'efficacité du réseau neuronal. Avec le vieillissement, la capacité à former de nouvelles synapses diminue en intensité et un certain déclin cognitif peut s'amorcer. Le cerveau vieillissant peut présenter une légère atrophie, une diminution de la vitesse de traitement de l'information et une plus grande difficulté à former de nouveaux souvenirs complexes. Toutefois, il serait erroné de considérer ce processus comme une fatalité inéluctable. Le cerveau âgé compense souvent ces changements par une réorganisation fonctionnelle. Il peut recruter des régions cérébrales des 2 hémisphères pour accomplir une tâche qui, chez un sujet plus jeune, n'en solliciterait qu'un seul.
C'est une stratégie de compensation qui témoigne de la persistance, de la plasticité. De plus, la richesse des expériences accumulées, formant ce qu'on appelle la réserve cognitive, offre une protection contre les effets du vieillissement. Un fondu lumineux peut illustrer comment ces changements structurels et fonctionnels influencent nos émotions et nos comportements. Un cerveau jeune et plastique est souvent associé à la curiosité, à la prise de risque et à une régulation émotionnelle encore en développement. Un cerveau mature et expérimenté, bien que potentiellement moins rapide, bénéficie d'une meilleure intelligence émotionnelle, d'une plus grande sagesse et d'une capacité de jugement affinée par des décennies d'apprentissage. La stimulation cognitive et l'activité physique prolongent la santé cérébrale et ralentissent le déclin. Les émotions influencent nos décisions, souvent de manière inconsciente. Chaque choix que nous faisons, du plus trivial au plus décisif, est le fruit d'une interaction complexe entre nos sentiments, notre expérience passée et notre capacité à raisonner de manière logique. Pour comprendre cette dynamique, il faut plonger au cœur du cerveau, là où siègent les structures primordiales de notre vie affective. Au centre de ce théâtre neuronal se trouve le système limbique, le berceau de nos émotions. L'amygdale, une petite structure en forme d'amande, joue un rôle de sentinelle. Elle est constamment à l'affût des signaux de l'environnement, prête à déclencher des réponses émotionnelles comme la peur ou le plaisir en une fraction de seconde. Lorsqu'une information sensorielle lui parvient, l'amygdale s'active, parfois même avant que nous n'en ayons conscience. Cette activation rapide est une relique de notre passé évolutif, un mécanisme de survie essentiel qui nous permettait de réagir instantanément face à un prédateur ou une opportunité. C'est l'amygdale qui donne une coloration affective à nos expériences, les marquant du sceau du danger ou de la récompense, et préparant ainsi le terrain pour la prise de décision. Juste à côté de l'amygdale, l'hippocampe agit comme l'archiviste de notre cerveau. Il est essentiel à la formation de nouveaux souvenirs et à leur consolidation. Son rôle dans le processus décisionnel est crucial. Il associe les émotions générées par l'amygdale au contexte dans lequel elles sont apparues. Si vous avez vécu une expérience négative dans un lieu particulier, l'hippocampe enregistre cette association. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans un contexte similaire, il réactivera le souvenir et l'émotion qui y est liée, influençant votre décision de rester ou de partir. L'amygdale et l'hippocampe travaillent donc en tandem. L'une génère l'impulsion émotionnelle brute, l'autre la contextualise et la lie à notre histoire personnelle. Cette collaboration crée un puissant filtre émotionnel à travers lequel nous percevons la réalité, un filtre qui oriente nos choix en nous poussant à rechercher des situations associées à des récompenses passées et à éviter celles liées à des punitions ou à des menaces. Nos décisions sont ainsi profondément enracinées dans notre mémoire émotionnelle, une bibliothèque d'expériences que nous consultons sans cesse, souvent sans même nous en rendre compte. Face à ces puissantes pulsions instinctives et émotionnelles issues du système limbique, se dresse le cortex préfrontal, le siège de la raison, de la planification et du contrôle de soi. Cette région, située à l'avant du cerveau, est la plus évoluée et la plus lente à mûrir. Son rôle est de moduler les signaux envoyés par l'amygdale, d'évaluer les conséquences à long terme de nos actions et d'inhiber les impulsions qui pourraient être préjudiciables. C'est un véritable dialogue, parfois un conflit, qui s'opère entre ces deux systèmes. L'amygdale crie « Agis maintenant, fuis ce danger, saisis cette récompense immédiate », tandis que le cortex préfrontal tempère « Attends, analysons la situation. Quelles sont les implications futures? Y a-t-il une meilleure stratégie ?» La qualité de nos décisions dépend en grande partie de l'équilibre atteint entre ces deux forces. Une décision purement limbique serait impulsive
et potentiellement irréfléchie, alors qu'une décision purement préfrontale pourrait manquer de l'intuition et de la motivation que seules les émotions peuvent nous fournir. Les lignes de communication neuronale entre ces zones sont donc essentielles, permettant un arbitrage constant entre l'instinct et la logique. Cet équilibre dynamique entre le système limbique et le cortex préfrontal est la clé de voûte de notre capacité à naviguer dans un monde complexe. Lorsque nous sommes confrontés à un choix, les signaux émotionnels de l'amygdale fournissent une évaluation rapide et intuitive de la situation, agissant comme un marqueur somatique qui nous guide vers certaines options et nous en éloigne d'autres. Le cortex préfrontal prend ensuite le relais pour affiner cette première impression. Il intègre des informations supplémentaires, évalue les probabilités, anticipe les résultats futurs et ajuste notre comportement en fonction de nos objectifs à long terme. C'est ce processus qui nous permet de résister à la tentation d'une gratification immédiate au profit d'une récompense plus grande, mais différée. Par exemple, l'envie de dépenser de l'argent pour un plaisir instantané, système limbique, peut être maîtrisée par la volonté d'épargner pour un projet important, cortex préfrontal. La fluidité et l'efficacité de cet échange neuronal déterminent notre capacité à prendre des décisions sages et adaptées. Un dysfonctionnement dans cette communication peut mener à l'impulsivité, à l'anxiété ou à des difficultés à planifier l'avenir. Le cerveau ne fonctionne pas en vase clos. Il est profondément social, modelé et influencé par nos interactions avec les autres. Lorsque nous communiquons, une forme de synchronisation cérébrale peut s'opérer. Des études montrent que l'activité neuronale de personnes engagées dans une conversation ou une activité commune tend à s'aligner. Ce phénomène, facilité par des neurones dits miroirs, nous permet de comprendre les intentions, les sentiments et les perspectives d'autrui. Cette synchronie neuronale est fondamentale pour l'empathie et la coopération. En nous connectant aux états émotionnels des autres, nous ajustons nos propres réponses et décisions. Un leader charismatique, par exemple, peut influencer les décisions d'un groupe en suscitant une réponse émotionnelle collective et synchronisée. De même, la pression sociale ou le désir d'appartenance peuvent nous amener à prendre des décisions que nous n'aurions pas prises seuls, simplement pour maintenir cette connexion interpersonnelle. Notre cerveau est câblé pour le lien social, et cette programmation influence profondément nos choix quotidiens. Les interactions sociales et culturelles façonnent également notre cerveau et ses réseaux neuronaux. Nos expériences, notre éducation, les normes de notre communauté et les valeurs de notre culture sculptent les connexions entre notre système limbique et notre cortex préfrontal. Elles nous apprennent quelles émotions sont appropriées, dans quelles situations et comment les réguler. Ce que nous considérons comme un choix juste, risqué ou désirable est largement déterminé par le contexte social dans lequel nous avons évolué. Le cerveau entier, avec son architecture complexe et ses milliards de connexions, est en réalité une mosaïque en constante évolution, où la biologie innée rencontre l'expérience acquise. Nos choix ne sont donc jamais de simples calculs logiques ou de pures explosions émotionnelles. Ils sont le reflet de cette interaction incessante entre notre nature profonde, notre histoire personnelle et le monde social qui nous entoure, un dialogue complexe qui définit qui nous sommes et comment nous agissons. Le cerveau reste notre plus grande énigme, mais chaque avancée scientifique nous rapproche de sa compréhension. Comprendre le cerveau, c'est mieux comprendre l'humain.